Oui, alors écoutez, moi je ne critique pas le fait que votre ligne soit cohérente, je la trouve extrêmement cohérente. Mais par ailleurs, elle correspond totalement à la cohérence qu'a pu défendre Uber. Uber dans son Better Deal et dans les tribunes que Uber a pu transmettre à la presse et qui datent notamment du 16 février 2021, donc avant la création de l'ARP, mais au moment aussi où tout cela se discutait. La stratégie d'Uber, c'est clairement de dire il faut défendre un dialogue social et permettre des nouveaux droits sociaux pour les travailleurs des plateformes. Bon, vous me direz qui peut être contre qu'il y ait un dialogue social, qui peut être opposé au dialogue social et aux droits sociaux. Mais la stratégie d'Uber, c'est bien de faire en sorte qu'il y ait un dialogue social et des droits sociaux pour se soustraire de toute requalification salariée et faire en sorte qu'on soit simplement sur la mise en relation de travailleurs indépendants et de clientèle pour un service. Et donc, la position de la France, que vous rappelez avec l'ensemble de vos termes, comme l'a fait M. Dussopt, dans une totale cohérence, finalement, revient à défendre la position de la plateforme Uber. Et je trouve quand même hallucinant de dire que nous sommes favorables à un dialogue social. Le dialogue social de l'ARP peut parler de tout, sauf de la question du statut, qui est la question fondamentale. Donc, les travailleurs des plateformes, par le biais de leurs représentants, peuvent, à l'ARP, parler de la question des tarifs, parler de la question d'un certain nombre de droits sociaux, mais ils ne peuvent pas parler du statut. Donc je trouve ça étonnant. Mais j'ai néanmoins d'autres questions à vous poser. Vous avez abordé la question des contrôles et des BOR. Vous avez parlé de la question de l'équilibre entre taxi VTC. Monsieur le ministre des Transports, que pouvez-vous dire sur le fait que, finalement, aujourd'hui, soyons francs, la loi Thévenoud et la loi Grand-Guillaume ne sont pas pleinement appliquées, puisque la loi Thévenoud et la loi Grand-Guillaume sont censées notamment interdire la maraude électronique, exiger un retour au garage, instaurer une véritable data. Est-ce que vous estimez que cette loi est pleinement appliquée? Première question. Vous avez dit que vous souhaitiez renforcer les moyens de contrôle. Et c'est vrai que ce secteur de plateforme s'est tellement précarisé, paupérisé, engendrant aussi une certaine précarisation des taxis, qu'on a une multiplication de pratiques illégales, et notamment les pratiques de racolage et d'arnaque aux alentours de gares et d'aéroports, et qu'il est urgent d'augmenter les effectifs des BOR, pas simplement sur l'Île-de-France, mais aussi sur l'ensemble des grandes métropoles. Mais vous êtes d'accord que les lois sont faites pour être appliquées. Comment le gouvernement entend le faire? Dernière chose, vous avez parlé des commissions locales de transport de particuliers de personnes. Vous avez aussi normalement un observatoire national des transports publics particuliers de personnes qui devait se développer dans tous les départements. Est-ce que c'est développé dans tous les départements? Est-ce qu'il dispose bien de toutes les données par département? Car vous avez donné les données concernant le nombre de VTC, mais pour l'échelle nationale. Or, c'est à l'échelle de chaque département qui sont nécessaires. Y a-t-il eu des rapports depuis 2018 de ces observatoires, de cet observatoire national, et qui permet justement d'évaluer l'évolution du nombre de taxis et de VTC et de la demande? Et dernière question, vous avez fait une référence aux Jeux Olympiques et à l'augmentation des licences pour notamment les personnes à mobilité réduite. Vous vous souvenez bien que lorsqu'il y a eu le début du démarrage d'Uber et des mobilisations des taxis contre les VTC, ou plutôt contre l'ubérisation, le sujet souvent qui était mis en avant, c'est qu'il faut absolument une disruption pour concurrencer le monopole des taxis et des grands de la G7. Et le président, à juste titre, dans une autre édition du directeur de la G7, a rappelé aussi les profits engrangés par la G7 sur ce secteur. Dès lors, pourquoi avoir accordé 500 licences aux grandes sociétés de taxi, donc en premier lieu certainement à la G7, et seulement 150 aux locataires gérants, donc aux futurs artisans, alors que précisément Emmanuel Macron et ceux qui étaient proches de lui à l'époque défendaient l'ubérisation pour créer une concurrence saine dans le secteur des taxis. Or là, on renforce les grandes entreprises à la place des artisans. Merci Madame la rapporteure. J'étais surpris que vous n'en veniez pas plus tôt à cette idée qu'il y a évidemment cette insinuation selon laquelle toute la politique menée serait la politique du beurre. Moi, je n'ai pas suivi tout le dossier, je vais être très clair. Je ne crois pas que les lois Thévenoud et Grand-Guillaume étaient le souhait du beurre.
Je ne crois pas que la directive était le souhait d'Uber. Moi, je n'étais pas en charge de cette question. Enfin, je pense que vous aurez du mal à le démontrer. Et je ne pense pas que l'idée d'avoir une régulation européenne, et je le maintiens, que peu de pays, même aucun pays ne souhaitait au départ, que la Commission elle-même ne souhaitait pas au départ, et sans l'action de la France, il n'y aurait pas ce débat sur la directive. On peut avoir un débat sur le contenu. Il n'y aurait pas de débat sur la directive sans l'action de la France, je le maintiens, y compris des gouvernements qui associent des partis de gauche, parfois d'extrême gauche, dans leur propre camp. C'est la France qui a défendu cela, je le maintiens. Et j'assume parfaitement qu'on ait une volonté qui soit pas l'interdiction, qui soit pas l'empêchement des grandes plateformes, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité, mais qui soit des exigences renforcées. On peut avoir un débat, je pense qu'il n'y a pas de monopole du cœur ou du social, sur la façon efficace de protéger les droits des travailleurs. Vous m'avez interrogé, j'ai été clair. Est-ce qu'il faut sans doute des obligations supplémentaires dans le secteur des livreurs, dans le secteur des chauffeurs? Oui, je le crois. Et d'ailleurs, la justice a commencé, en application de notre droit existant, à l'exiger dans un certain nombre de cas, et que le Parlement s'en empare ne me choque pas. Ne mettons pas de soupçons là où il n'y en a pas. L'ARPE, c'est pas elle qui définit les statuts. C'est pas elle qui définit la loi. C'est pas elle. Si le Parlement décide, c'est pas la position que je défends, mais si le Parlement décidait de voter le salariat généralisé, c'est pas l'ARPE qui va être contre ou être pour. L'ARPE est un établissement public qui a une mission et un principe de spécialité qui est d'organiser le dialogue social. Si on veut changer de modèle, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles je crois que le modèle actuel porte ses fruits et permet des accords. Et d'ailleurs, je l'ai redit, il y a encore des accords ambitieux qui sont en cours, qui n'étaient pas franchement la volonté des plateformes au départ, qui vont renforcer, je crois, le minimum de rémunération des chauffeurs, et je le souhaite. Eh bien, si on change de modèle et qu'on veut plus de l'ARPE et qu'on veut autre chose, c'est au Parlement souverain d'en décider, ou aux règles européennes et au Parlement européen d'en décider. Ce n'est pas l'établissement public qui va choisir ses missions et sa spécialité. Ce serait une drôle de conception. Non, mais ce serait une drôle de conception des choses. Et voilà. Mais non, mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que peut faire l'ARPE ou ce que ne peut pas faire. Est-ce que les lois Thévenoud et Grand-Guillaume en particulier sont bien appliquées? Oui, je crois qu'elles sont appliquées. Les services de mon ministère, le cas échéant, du ministère de l'Intérieur, un certain nombre de cas, notamment sous l'autorité du préfet de police, les font respecter. Est-ce que, comme toute loi, ça veut dire qu'il y a zéro abus et que 100% des cas de fraude ou de non-respect des règles, on va le dire comme ça, sont identifiés et sanctionnés? Sans doute pas. Bon. Est-ce qu'il faut renforcer les effectifs des BOER? Ce n'est pas moi qui en suis décisionnaire, mais je crois pouvoir dire, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'interroger Laurent Nunez, le préfet de police, que c'est bien la direction qui est prise et que le préfet de police en a fait, en effet, sous l'orientation du ministre de l'Intérieur et de moi-même, une priorité qui vaut d'ailleurs pour les VTC comme pour les taxis, puisque ces deux professions sont soumises à des règles un peu différentes, mais qui sont importantes. Et pour tout vous dire, puisque j'ai réuni à plusieurs reprises les représentants professionnels des taxis comme des VTC, c'est ma responsabilité de ministre des Transports, oui, il y a notamment de la part des taxis des demandes qu'on applique mieux, qu'on sanctionne plus, qu'on renforce la vérification des règles sur le respect de la maraude, qui est leur prérogative et pas celle des VTC. Et donc, c'est aussi une des missions des BOER notamment. Et c'est toujours la même chose. Hein. Si on veut que la loi soit mieux respectée, il faut en effet des effectifs et des sanctions exemplaires. Sur les autorisations de stationnement, pardon, c'est un débat très intéressant. C'est pour ça que j'avais spontanément parlé de l'accessibilité. Qu'est-ce qu'on a fait? Je n'étais pas en responsabilité, mais je m'inscris dans cette continuité pour renforcer l'accessibilité des véhicules PMR. Personnes en fauteuil, personnes à mobilité réduite. On a mis en place une aide à la transformation, à l'acquisition de nouveaux véhicules pour qu'ils soient mis en accessibilité. Cette aide est réservée par décret aux taxis. Et je n'ai pas changé ce cadre-là, c'est réservé aux taxis, et notamment aux taxis individuels. Il n'y a pas de changement sur les autorisations à cet égard. Qu'est-ce que j'ai constaté en arrivant au ministère des Transports? C'est que nous avions fixé un objectif qu'on peut partager, de 1000 taxis PMR, hein, pour donner un ordre de grandeur, c'est 5 fois plus qu'aujourd'hui dans les taxis parisiens en région parisienne, qu'on n'était pas du tout à cet objectif et pas du tout sur la trajectoire de cet objectif. Et donc, il y avait plusieurs outils, et j'ai proposé, avec la ministre chargée des Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'on ait spécifiquement sur la question de l'accessibilité, en effet, et je l'assume parfaitement, des possibilité d'octroyer des licences supplémentaires, pas seulement, mais aussi à des personnes morales, sous strictes conditions, que ce soit pour acheter des véhicules. Pourquoi? Je vais vous le dire très franchement, parce que ceux qui ont la capacité de commander rapidement, d'ici les Jeux Olympiques, et massivement des véhicules accessibles au PMR, ce sont en effet plutôt des sociétés, plutôt que des taxis individuels. Mais comme je souhaite, le préfet de police le met en œuvre, qu'on n'exclut pas les taxis individuels, les artisans taxis, de ce
geste complémentaire, il y a en effet 500 licences, c'est transparent, qui sont accordées sur la base de la loi olympique, qui a été votée par le Parlement. Je n'ai pas caché ce point devant le Sénat, j'ai pas eu l'occasion d'en parler devant l'Assemblée nationale, vous m'en excuserez, c'est Amélie Oudéa-Castéra qui l'a fait, mais nous avons été très clairs sur le fait, je crois que c'était l'article 8 du projet de loi, qui permet ces licences supplémentaires pour des personnes morales. C'est donc très clair. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion d'en débattre avec vous-même à l'Assemblée nationale, mais la gauche sénatoriale a été, je crois, convaincue par cet argument au nom de la mise en accessibilité de cette priorité assumée. Je vais vous dire, on a, si je vous écoute, beaucoup d'amis, Madame la rapporteure, puisqu'on est soi-disant les acteurs mettant en place les recommandations d'une plateforme comme Uber, et en même temps les amis de la G7. Alors vous avez dit vous-même d'ailleurs qu'ils défendaient des positions contradictoires, comme quoi je crois qu'on essaie de défendre une position d'intérêt général, on peut avoir des différences d'opinion, mais d'intérêt général sur les cas qui sont les nôtres. Développer la concurrence, oui, je l'assume, et je pense qu'il était important d'avoir, avec un encadrement législatif et réglementaire, des VTC qui se développent, et des priorités, décarbonation, accessibilité, qui nécessitent de recourir aussi aux taxis, car les uns ne sont pas les ennemis des autres.